Je veux vous dire d'abord bonsoir et vous dire que je suis venu pour deux, trois raisons. Avec Philippe Mérieux-Demain, mon copain, avec qui j'ai écrit mon premier livre, L'éducation peut-elle être encore au cœur d'un projet de société? C'est tout un programme, un livre qui a beaucoup de succès, qui est réédité en livre de poche, je fais ma pub tout de suite, et qui traite des problèmes que vous évoquez ce soir, et qui aborde des questions qui ont été présentées dans les expériences tout à l'heure. Je suis venu donc, et Philippe vient demain, apporter mon soutien au mouvement Freinet. Je le fais aussi, nous le faisons avec tous les pédagogues qui prennent un peu le temps de parcourir la France pour porter une parole pédagogique. Je le fais aussi pour le GFEN récemment. Je le fais aussi pour tous les mouvements pédagogiques, pour les CRAP, aussi pour les groupes de pédagogie institutionnelle Fernand Houry, qui, même s'ils sont peu nombreux, jouent encore un rôle important dans le paysage pédagogique. Ils sont issus d'ailleurs du mouvement Freinet. Je le fais aussi pour les CRAP, pour tous les mouvements pédagogiques, et même pour mon copain tant décrié Fauquembert, de l'Association française pour la lecture, qui se fait mitrailler régulièrement et dont on oublie simplement à quel point ce qu'il a pu apporter, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais au moins reconnaître tout ce qu'il a pu apporter sur la réflexion même, sur l'apprentissage de la lecture. Et j'apporte ce soutien avec beaucoup de copains, avec le plus de force possible, parce que dans le contexte que nous vivons actuel, nous avons besoin, notre société, notre école ont besoin des mouvements pédagogiques. Ils ont un rôle, et la société et l'école en a d'autant plus besoin que tu as fort bien décrit, vous avez fort bien décrit les uns et les autres, le climat dans lequel on étouffe la réflexion et on dénie complètement la pédagogie. On en a d'autant plus besoin dans un contexte où la formation des maîtres est disparue. Prétend la substituer, la remplacer par l'animation pédagogique, mais malgré le talent des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, on sait très bien que l'animation pédagogique, c'est pas de la formation, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que le patron, je veux dire, d'une circonscription qui organise une formation ou des formateurs extérieurs à la circonscription qui apportent des éclairages, des contenus et qui permettent aussi le dialogue et qui nous permettent de sortir de la pensée unique. Aujourd'hui, notre pays et notre école ont besoin de vous, ont besoin du mouvement pédagogique, ont besoin du mouvement Freinet, et il faut vous mobiliser parce que c'est vous qui êtes l'oxygène, le ferment, le stimulateur, les catalyseurs aujourd'hui et les seuls de la réflexion pédagogique dans notre pays, puisque la pédagogie n'a plus le droit de citer dans notre institution, et que si nous voulons faire le bonheur des enfants et le bonheur des citoyens de demain, il faut bien remettre la pédagogie au cœur de nos réflexions. Bravo à tout ce que vous faites, bravo à ce que vous avez présenté tout à l'heure. Puissent ces discours, ces exposés, ces expériences être généralisés, portés, publiés, annoncés, diffusés, malgré la difficulté que nous avons dans notre pays à diffuser les messages qui relèvent de l'école et de la pédagogie. Mon deuxième objectif, c'était, et on est dedans, et j'espère y apporter ma pierre, participer avec vous à la réflexion sur la construction de l'école du futur, d'une autre école, d'une nouvelle école, d'une école qui réponde aux besoins d'une société démocratique où on définit la place de l'homme comme un citoyen responsable, exerçant des responsabilités dans tous les domaines de sa vie, privée, professionnelle, sociale, etc. Nous avons besoin de réfléchir ensemble à ces moments-là et d'essayer de construire ensemble l'école du futur. C'est le titre d'un de mes livres, de mon livre précédent, La construction de l'école du futur. Et le sous-titre, c'est du courage. Il faut avoir du courage pour faire cette école du futur, mais vous n'en manquez pas et on pourra s'appuyer sur vous. Je veux dire à ce sujet qu'au moment où, à la veille des élections présidentielles, tous les partis politiques se mobilisent plus ou moins,
ou font semblant, ou se mobilisent pour mettre l'école dans leur priorité, ou tout au moins l'afficher comme telle, et préparer des projets pédagogiques ou des projets éducatifs pour l'après-présidentiel, je suis toujours étonné qu'ils ne prennent pas davantage en compte le fait que tout a déjà été dit, quoi. Tout existe. C'est pas la peine de réinventer. Il suffit de faire la somme de tout ce qu'a produit l'ICN Freinet, le GFEN, etc., l'OCCE, d'y ajouter à la réflexion de la Ligue de l'enseignement, des autres mouvements d'éducation populaire, les Francas, CMEA, etc., sur la place de l'éducation avec une perception globale, une vision globale dans notre société. Et il faudrait peu de choses pour que, partant de cette richesse énorme, considérable, on puisse bâtir un projet sans être obligé de perdre son temps à remobiliser des tas de gens dont certains n'y connaissent, il faut bien le dire, pas grand-chose. Et notamment de remobiliser et de mobiliser et d'écouter l'intelligence des acteurs du terrain qui sont complètement oubliés aujourd'hui. La troisième raison, c'est le soutien aux désobéisseurs. C'est compliqué à expliquer ça. Et c'est compliqué à faire admettre par un certain nombre de gens qu'un inspecteur, en retraite certes, mais même en activité, puisse apporter un soutien à des gens dont on peut dire qu'ils ne sont pas loyaux par rapport au pouvoir en place, par rapport aux règles de la démocratie et de la République, etc. Gilles de Robien, un ministre avec lequel je me suis beaucoup bagarré à une époque, me disait déjà ça. Est-ce que vous allez, vous, monsieur l'inspecteur, devant les caméras de télévision, en insistant sur monsieur l'inspecteur, appliquer les textes produits par un gouvernement démocratique, élu démocratiquement, à la majorité, etc. Répondez à cette question devant les caméras. Je dis qu'il fallait faire aussi répondre à cette question, exécuter certes, appliquer certes les textes, mais avec discernement et si possible avec intelligence. Et qu'il y avait plusieurs lectures possibles des textes, et sans aucun doute, en tout cas ça a été longtemps le cas dans l'école de la République, avec des interprétations, avec curieusement ce qui a été inscrit depuis peu dans la loi, la liberté pédagogique, qui n'était pas dans la loi jusqu'en 2005, et curieusement, c'est les mêmes gens qui ont mis la liberté pédagogique dans la loi qui empêchent les enseignants de l'exercer. Extraordinaire quand même. De Robien avait commencé en voulant imposer le BABA dans tous les CP de France. Il a fait des dégâts considérables de démobilisation des enseignants qui s'étaient battus, qui avaient travaillé, qui avaient réfléchi, qui avaient produit ensemble, qui avaient imaginé des choses, qui avaient des résultats, et à qui les parents, poussés par des groupuscules comme SOS Éducation ou d'autres, ou par des milieux ultra-conservateurs, interpellaient les instituts pour leur dire « mais vous ne faites pas ce que dit le ministre », et demandant même aux maires des communes de choisir, d'imposer le choix des manuels de lecture, notamment pour revenir à Daniel et Valérie ou à Rémi et Colette. Donc, les désobéisseurs, pour moi, je ne suis pas gêné d'avoir apporté mon soutien à Ruffalo et aux autres, parce que je considère que l'institution scolaire, l'éducation dans un pays, éducation, c'est synonyme de liberté, de pensée divergente, d'intelligence, de mobilisation collective, d'intelligence collective, et sûrement pas d'obéissance et d'asservissement des acteurs et des élèves. Et donc j'apporte mon soutien au mouvement des désobéisseurs. Mon copain Mérieux vient de signer un éditorial dans le bouquin que Ruffalo vient de sortir d'ailleurs. Moi-même j'ai écrit beaucoup de choses sur ce sujet-là, et je pense que même si on prétend qu'il y en a 3000, c'est toi qui disais ça François tout à l'heure, je pense que ça pardon, c'est pas à toi que je fais ce reproche, ça n'a pas de sens. Il y en a 3000 qui se sont engagés d'enseignants et qui s'affichent, qui ont eu ce courage d'ailleurs, je dois dire, cet héroïsme de s'afficher comme désobéisseurs. Mais il y en a combien qui désobéissent sans le montrer et sans l'afficher, et qui, pardonnez-moi l'expression, ne sont pas emmerdés du tout, quoi. La résistance passive dans notre système et dans notre institution fait partie de notre histoire.
Elle est souvent d'ailleurs, elle est peut-être parfois même salutaire, tout le monde la connaît, et ceux qui résistent passivement ne sont pas du tout inquiétés. Il faut aujourd'hui faire semblant, et ça suffit. Il faut faire semblant et il faut dire que c'est bien. Et donc il y en a bien au-delà de 3000 qui résistent à leur manière. C'est même incalculable. Mais il y en a surtout énormément qui ne résistent plus, mais qui sont complètement découragés, démotivés, qui ont perdu le sens de leur métier et qui baissent les bras. Puisqu'on m'a dit qu'il faut faire comme ça, je fais comme ça, tant pis, et s'ennuient dans leur classe, et se fatiguent au bout de la semaine, et se démobilisent pour toutes les actions. On le voit bien, il y a moins de gens dans les manifs, il y a moins de gens dans les réunions syndicales, il y a moins de moments dans les écoles, en dehors des écoles où il y a des militants pédagogiques, de moments où l'on se parle, où on échange, parce que après 6 heures de classe, plus le soutien, plus les pressions, plus la paperasse, les collègues n'ont plus envie de rester dans l'école, de dialoguer, de continuer à réfléchir et à travailler. Des 3000 militants affichés des obéisseurs, je considère, moi, qu'il y en a des dizaines de milliers qui sont désormais décrochés, détachés, démobilisés, découragés par le pouvoir en place, et que dans une institution comme la nôtre, c'est gravissime. La perte du sentiment, la perte du sens du métier, la perte de l'enthousiasme, la perte de cette impression qu'on a une part de responsabilité dans le fonctionnement de notre société et de notre école, c'est une catastrophe pour notre pays, et nous aurons du mal à reconstruire et la confiance et la mobilisation. Je soutiens donc les désobéisseurs, même en étant inspecteur retraité. D'ailleurs, j'étais moi-même désobéisseur déjà comme inspecteur. Et puis, je suis venu soutenir François. Je suis venu lui apporter mon amitié, tout ce que je peux faire avec bien d'autres collègues. Ouzoulias, j'avais écrit un texte superbe. Mérieux en parlait également demain, je le sais. Tout mon soutien, parce que je suis vraiment scandalisé. Tu as évoqué ce problème-là, cette question-là, je suis scandalisé. Je suis scandalisé par l'acharnement de ce monsieur, l'inspecteur d'académie de ce département, qui donne l'impression de n'avoir comme seul objectif que de mettre de l'ordre, d'imposer l'obéissance et de transformer et ses cadres et les enseignants en exécutants et en valets. Je suis scandalisé des lettres qu'il a pu te faire, François, et que tu m'as envoyées, que tu as envoyées à Mérieux et à tous les amis pédagogues, de cet aspect purement administratif, presque judiciaire, mécanique, totalement déshumanisé, ignorant tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes à l'institution, à tes élèves, mais au-delà aux collègues, ignorant tout cela et te convoquant devant ce tribunal qui n'en est pas un, où le procureur, c'est lui qui décide, parce que les commissions paritaires disciplinaires, je le sais mieux que beaucoup, sont conçues de telle manière que les inspecteurs sont obligés de donner le même avis que l'inspecteur d'académie, et que l'inspecteur d'académie, dans un groupe paritaire, il a la voix prépondérante, et que c'est donc lui qui décide, et que c'est donc lui qui est à la fois le procureur, le juge d'application des peines, etc., et le démolisseur d'un homme, le démolisseur d'équipe et le démolisseur d'une école telle que nous avons pu la concevoir et telle que vous la concevez. Tout mon soutien à toi, François. Courage. Je sais que cet inspecteur d'académie était considéré comme une calamité, je mets ça entre guillemets parce que c'est Mérieux qui me l'a dit, à Lyon. Il est devenu une hyper-calamité ici à Nantes, et je le dis, il mérite d'être dénoncé. Quand je suis venu déjà une fois à Nantes, il faisait justement le jour même l'objet d'un article dans le Canard enchaîné, parce qu'il demandait aux enseignants de faire le boulot des AVS, parce qu'il n'y avait plus assez d'AVS, pour faire l'accompagnement de l'intégration des enfants handicapés. Il continue avec toi. C'est intolérable. J'espère qu'il y a des journalistes dans la salle. J'espère que ces propos seront
répercuter, diffuser. Ça lui fera rien, il va partir en retraite, donc il en profite, mais j'aimerais autant qu'il sache qu'il y a des gens dans notre pays qui ont des responsabilités, qui sont reconnus et qui condamnent ce type d'attitude qui me fait penser, je te l'ai écrit d'ailleurs dans un message aussi, qui me fait purement et simplement penser au système totalitaire, pyramidaux, où quelquefois c'est l'échelon en dessous qui veut aller encore plus fort et plus loin que l'échelon au-dessus, soit pour se faire plaisir, soit pour faire plaisir à sa hiérarchie pyramidale. C'est le fonctionnement strictement totalitaire. Il y a toujours des valets qui veulent aller plus loin que ce que le chef demande que l'on fasse. Et on est dans cette situation-là. Alors que dans le contexte, tout le monde sait que les 4 jours, ça va être fini, que c'est une connerie, que l'aide individualisée, c'est une supercherie, que ça ne marche pas, que c'est condamné même par des groupes de droite, par des milieux conservateurs, par l'Académie de médecine, par l'Institut, je ne sais plus lequel, proposé de grands patrons de l'industrie, etc. C'est condamné. Tout le monde sait que dans le paysage politicien actuel, où le président de la République et le gouvernement sont en grande difficulté, il vaut mieux essayer d'assouplir les positions, d'adoucir, de revenir à des positions plus humaines. Et c'est dans ce contexte-là que cet inspecteur d'académie-là, particulièrement enfermé dans une pensée unique et dans une conception pyramidale et autoritaire de son système, continue, persiste et veut te martyriser. Amitié, soutien à toi, socialement. Malheureusement ce qui m'a sauvé. Avec la justice, je serais un culé. Avec la réalité, on a tenu le coup parce qu'on avait la force. Il y avait 2 équipes. J'avais les plus costauds avec moi. J'aurais eu les autres, je partais. La raison, il n'y en a pas. C'est la raison du plus fort, ici, comme là. Et pourtant, nous travaillons tout à fait différemment. Nous avons travaillé avec Frédéric tout à fait différemment. Seulement, lui, il a dû partir aussi. Il a été chassé. Je vous remercie. On va laisser M. Pierre Krakowiak continuer. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Vous ne le reconnaissez pas, c'est bien dommage. Non, mais on va vous connaître. Mais vous aurez la parole après. Non, je l'ai dit. Non, je l'ai dit. Parce que je pense qu'il y a un moment où il va falloir autre chose que des mots. Oui, juste quand même pour reprendre ce que tu évoques, mais on le reprendra tout à l'heure dans le débat. L'idée, c'était de poser juste les choses. D'ailleurs, ça me gêne un peu qu'on se centre sur ma personne, parce que je voudrais juste rappeler qu'en fait, je ne suis que parmi un collectif qui résiste, et dans le département, on a été un certain nombre à recevoir les mêmes recommandés. Hein, donc voilà, je voudrais reciter ça. Ça, c'était le préambule de ce qu'on avait demandé. On n'avait pas demandé d'ailleurs. À Pierre Krakowiak. D'ailleurs, Monsieur le Président de l'ICEM, je développerai l'enveloppe que je t'avais promise.
Et puis, non, c'était juste pour... L'idée quand même d'inviter Pierre Krakowiak aujourd'hui, c'était quand même qu'il nous fasse un petit peu avancer pour remettre tout simplement l'école sur de vrais rails, hein, ce qu'elle d'ailleurs n'aurait jamais dû changer. Hein, donc voilà, c'est un peu l'idée qu'on avait ce soir, en tout cas, pour inviter Pierre Krakowiak et Philippe Mérieux demain. C'était pas pour rien, c'est des pédagogues qu'on a invités et des résistants. Donc à ce titre-là, Pierre, continue. Mais merci pour ce témoignage auquel je suis très sensible, on en discutera sans doute après. Et je veux donc poursuivre en vous disant, en rebondissant sur une phrase qui a été dite tout à l'heure dans l'introduction avec laquelle je n'étais pas d'accord. Et je pense qu'en m'expliquant, vous rejoindrez ma pensée sans aucun doute. Quelqu'un a dit, je ne sais plus laquelle des intervenants précédentes, que toutes les mesures qui se sont accumulées sont incohérentes. Et je ne suis pas d'accord. Je pense qu'elles sont très cohérentes, terriblement cohérentes. Le problème, c'est que cette cohérence n'est pas affichée. Ce qui pose d'ailleurs le problème par rapport à la désobéissance. Parce que si le projet politique choisi était affiché et avait été voté donc par les citoyens, la position serait beaucoup plus difficile. Le débat serait plus compliqué. Mais personne n'a jamais affiché clairement ce choix de société nouveau, nouvelle, dans notre pays, dans la France, par rapport à l'histoire de notre République. Nous sommes devant un phénomène nouveau. Grosso modo, je vais pas faire l'histoire de l'école de Jules Ferry et des combats aussi de Célestin Freinet, mais quand même 2 minutes de balayage de cette question-là, 2 minutes. C'est vraiment un choix, c'est le choix qui n'a jamais existé, y compris dans la droite traditionnelle gaulliste de notre pays, le choix de la construction délibérée, autoritaire, d'une société ultralibérale, très avancée et brutale. Ça n'était pas le cas, je le dis, pour ne pas apparaître comme un discours politicien et sectaire, ça n'était pas le cas de la droite dans toute son histoire, notamment reposant sur les valeurs gaullistes, jusque, grosso modo, la fin des années, jusqu'en 2002, grosso modo. Le virage se prend en 2002 un peu, en 2007 un peu plus fort, en 2005 un peu plus, et en 2007 clairement. Nous mettons l'école, mais de façon très cohérente, globale, réfléchie. Antoine Prost, avec qui je suis quelquefois à la table ronde, pas tout à fait d'accord avec moi, il trouve que je pense qu'il y a un Machiavel au-dessus de ça qui détermine toutes les positions et qui définit les politiques et que j'exagère. Peut-être n'y a-t-il pas de Machiavel ou de penseur suffisamment fort et habile pour construire ça, mais les faits sont là. Il y a une grande cohérence dans 2 directions. La casse du service public, c'est-à-dire celle-là, elle se voit plus facilement. Par exemple, la suppression des postes. Et on se bat d'ailleurs plus facilement, pour le reconnaître, y compris les élus, sur les problèmes de suppression de postes. Par contre, et c'est extrêmement lié, tout l'aspect idéologique le plus pernicieux du système, il ne se voit pas. J'ai écrit il n'y a pas longtemps, dans un des sites où j'écris, un texte qui s'appelait « Porter des banderoles pour les programmes ». Parce que je disais, c'est bien de porter des banderoles pour la suppression de postes, c'est scandaleux, ce qui se passe, la suppression des postes. Et on ne fera jamais croire à personne qu'on travaillera mieux avec moins de postes. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est vrai qu'il faudrait avoir plus d'exigences si on donne plus de postes, qu'on regarde, qu'on se mobilise, qu'on réfléchisse ensemble à l'utilisation des moyens, mais c'est pas vrai qu'en réduisant les postes, ça va aller mieux. Quoi, hein. Mais ça, c'est qu'un aspect, mais celui-là, il est visible, mais l'autre, non. Par exemple, les nouveaux vieux programmes. Ce que j'appelle dans tous mes écrits, c'est largement repris, les nouveaux vieux programmes. J'écris volontairement les vieux programmes parce qu'en fait, ceux de 2008 ne sont que la ressucée de ceux de 1923, grosso modo, avec un retour en arrière donc fantastique. Je ne dis pas que ceux de 2002 étaient merveilleux. Moi-même, j'avais plusieurs endroits, quelques critiques à faire, des propositions, des réflexions. Mais en tout cas,
ils avaient fait l'objet d'une réflexion collective, d'une concertation, de groupes de travail auxquels beaucoup d'enseignants ont participé, d'auditions, etc., de mise au point, et ils sont sortis, signés même de Darcos quand il était l'adjoint de Ferry tout au début en 2002, signé, re-signé, donc signé par Jacques Lang juste avant et signé après par des ministres de droite, et balayé en 2007-2008 d'un revers de main, sans la moindre explication, sans justification, par des programmes écrits par on ne sait pas qui. Sauf que Brigelli, mon grand ami, déclare qu'il a participé largement à la rédaction de ces programmes. Or, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je veux y insister, ils s'inscrivent dans cette perspective idéologique de la société des gagnants, de la société de l'individualisme, ils s'inscrivent dans cette société où on connaît déjà tous les perdants et on connaît déjà tous les gagnants. Ils s'inscrivent dans cette société du règne des experts et de l'asservissement des valets et de cette construction des valets. On va supprimer l'apprentissage de la responsabilité. On va dire que j'exagère. Je vais vous prendre un exemple, parce que ça entrera là, dans la perspective du futur de ce qu'il faut faire pour demain. Faire le contraire. Un exemple. Considérez la grammaire-conjugaison. Balayer l'observation réfléchie de la langue des programmes précédents, d'un revers de main, mais vraiment avec mépris. Et considérer que la grammaire-conjugaison est un préalable à la maîtrise de la langue est une décision profondément politique. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas en faisant de la grammaire-conjugaison qu'on apprend à lire et à parler. Si moi, ou le ministre, ou François, ou d'autres, on sait un peu parler et un peu écrire, c'est pas parce qu'on a fait de la grammaire. On a fait de la grammaire après, alors qu'on avait déjà appris de façon implicite, explicite, on avait appris à parler avant. Je prends un exemple simple pour bien le faire comprendre. Quand un petit bébé dit à sa maman « Lolo », en fait, sa mère comprend parfaitement qu'il ne dit pas Lolo, il dit lait. Elle ne l'emmerde pas pour lui dire non, on ne dit pas Lolo, de temps en temps on dit lait. Elle sait très bien qu'il ne dénomme pas une matière. Elle comprend très bien qu'il lui dit, à travers 2 syllabes, même maladroite, il lui dit maman, je veux du lait. Il n'a pas fait de grammaire de conjugaison, il ne sait pas ce que c'est qu'un verbe et un sujet et un pronom relatif, mais il dit déjà implicitement « Maman, je veux du lait ». Et il y a des mères qui lui disent « Tiens », ou des mères qui lui disent « Tu m'emmerdes, pas maintenant, etc. » Bon, nous aussi, ça arrive. Hein. Mais il y a des mères et des mères qui disent « Simon, tu veux du lait, maman va t'en donner. » Ou mieux, Simon, tu veux du lait, maman va demander à papa de t'en donner. Et le gosse, il comprend parfaitement ça. Et il n'a pas fait de grammaire-conjugaison. Et il va, ce gamin-là, qui va baigner dans des phases de communication authentique, de mise en situation de problème, de provocation au débat, à la réflexion. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. De communication authentique avec ses parents et avec les enseignants à l'école maternelle. Il apprend à parler bien avant d'avoir fait de la grammaire-conjugaison qui va plutôt l'emmerder et l'empêcher d'apprendre à parler. Après que ça vienne pour l'aider, ok, mais avant, c'est un acte politique. Freinet disait, j'adore citer cette phrase, pour apprendre à rouler à vélo, on monte sur le vélo. On ne démonte pas le vélo, on ne fait pas le dessin du vélo, on ne met pas des flèches, etc. On monte sur le vélo, on se casse la gueule, on remonte, on recommence. Puis si on a besoin un jour de connaître le fonctionnement du pédalier, on va commencer à s'y intéresser. Mais d'abord, on va apprendre à rouler à vélo, freiner. Et il avait raison. Et c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres apprentissages. Et alors, avec ces nouveaux vieux programmes, on revient à cette idée de progression, du simple au complexe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on change ces programmes-là dans une autre école. Qu'est-ce que ça veut dire? Le simple et le complexe. Le simple, il a été inventé par des experts, par des savants qui croyaient que pour les gosses, le complexe, c'était trop compliqué pour eux. Ça a été inventé par les universitaires.
Si bien que, par exemple, dans les programmes de géométrie, on avait la droite. C'est simple, hein, ça, la droite. 2 droites qui se coupent, 3, etc. Le triangle. Et puis, en fin de programme, le parallélépipède et les volumes, quoi. Enfin, la droite, il n'y a rien de plus compliqué. Le point, il n'y a rien de plus compliqué. Ce qui est simple, c'est la boîte à chaussures. C'est le parallélépipède. Parce que dessus, on peut passer son doigt sur des lignes, on peut mettre son doigt sur des points, on peut voir des angles, etc. Ça se touche, ça se voit. On n'est pas dans l'abstraction construite par des adultes savants, pensant que les gosses sont débiles et qu'il faut qu'ils commencent par du simple. Les programmes de 2008, c'est ça. C'est la mécanique. C'est la priorité à des préalables. Et pour reprendre une expression un peu polissonne de mon copain Mérieux, si dans la vie, il fallait toujours apprendre avant de faire, il y a des domaines où nous serions été bien malheureux. Et c'est vrai pour le reste. Il faut d'abord faire comme les pédagogues freinaient, faire et réfléchir sur ce que l'on fait avant de tout décortiquer, de tout déshumaniser, de tout appauvrir et d'empêcher finalement les apprentissages. Pour la lecture, le simple, évidemment, pour des gosses qui ont déjà lu des livres tous les soirs chez eux sur les genoux des parents et des grands-parents, qu'on fasse papa fait pipi dans le popo au CP n'a pas grande importance. Personne ne sait comment il a appris à lire vraiment. Mais c'est la vérité de dire que on ne sait pas comment on a appris à lire vraiment. C'est pas le procès des instituts de CP, je ne fais pas du tout. Hein. On ne sait pas comment on a appris à lire vraiment. Parce qu'il y a plein de choses dans notre vie qui ont provoqué des intérêts sur des écrits dans notre environnement, des provocations à des comparaisons, des débuts de construction de sens sur des écrits de l'environnement qui ont contribué bien plus à l'apprentissage de la lecture que Rémi coupe la tulipe rouge ou papa fait pipi dans le popo. Moi, tout petit, je me souviens, quand j'étais un milieu pauvre, où il n'y avait pas de livres, mais je me souviens bien de ça, ça m'avait marqué. Sur les corons du bassin minier où j'étais, il y avait sur les murs de la fosse, de la mine, défense d'affichés. C'était terrible, là. Hein. L'autorité du patronat sur les défenses et les interdits, défense d'affichés. Sur le bistrot d'à côté, défense d'uriner. Sur un autre point, défense de cracher. Pour les mecs qui allaient au bistrot et qui pissaient et qui crachaient n'importe où. Et je disais à mon père, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que tout petit, les gosses ne sont pas bêtes, hein, pas seulement moi, hein, tout le monde ne sont pas bêtes. Il faut bien qu'il y ait des choses qui se ressemblent, ils posent des questions si on dialogue avec eux, et ils se disent comment ça se fait. Ben, mon père, il commençait à m'apprendre à lire. Et il m'a facilité largement la tâche en me disant, tu vois, chaque fois c'est défense, là c'est d'uriner, de cracher, etc. Mais il y a des choses qui se ressemblent, etc. Et ça a du sens. J'ai appris sûrement à lire comme ça. Après, avec les belles images, mon institut de CP, cette magnifique coque pour le haut, etc. Sans doute que j'ai construit des choses, mais c'est sûrement pas comme ça que j'ai appris à lire. On apprend à lire en lisant des vrais livres qui ont du sens, etc. Donc, je termine là-dessus pour projeter sur l'avenir. Premier point, il faut changer les programmes. Il faut changer fondamentalement les programmes. Et il faut oser s'attaquer au cloisonnement des disciplines, au préalable, aux prérequis, etc. Il faut mettre de la transversalité, il faut mettre du sens. Edgar Morin l'a dit, Freinet l'a dit, beaucoup l'ont dit. Il faut mettre du sens dans les programmes. Il faut que les contenus des apprentissages de l'école puissent être mis en relation avec ce qui se passe dans l'environnement et qui aide à la compréhension et ne soient pas étrangers à ce qui se passe à l'école. C'est capital, ça. Changer les programmes. On va me dire, il y a le socle. Hier, j'étais, avant-hier, aux rencontres nationales de l'éducation à Rennes, organisées par la Ligue de l'enseignement. Je peux vous dire que je me suis empaillé avec, j'aime bien, hein, avec le représentant du ministre qui venait défendre le socle. Mais pour un peu, le socle, c'est la panacée. C'est la panacée. Surtout avec les piliers 6 et 7, hein, ou 7 et 8, je ne sais plus. C'est les derniers piliers de ceux dont personne ne s'occupe, mais dont tout le monde parle, et dont lui parle. Pour un peu, tout allait bien. Comme l'inspection générale, le rapport de juillet 2010, tout va bien. L'inspection générale, c'est encore pire d'ailleurs.
L'inspection générale dit, la première année, les instituts n'ont pas compris. Ils sont bêtes, ils n'ont pas compris. Donc ils ont résisté, donc il n'y a pas eu beaucoup de remontées, des évaluations, etc. Mais maintenant, ils ont tous compris et tout le monde le fait. Mesure pas tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la résistance passive, sur le découragement, sur la démobilisation, sur le baisser les bras. Bon, on va faire ça, ils veulent ça, on va faire ça. Quoi. On en est là, on en est là. J'étais là, ce discours sur le socle m'a profondément indisposé. Du 150 collèges, on met le socle en place. X BU, X équipes, on met le socle en place. On met des groupes, on réfléchit. Heureusement, mais pour un peu, il n'a pas dit comme ça, mais c'était presque ça. Heureusement que Sarko est arrivé. Il a inventé la pédagogie, il a inventé les programmes, il a inventé le socle, et puis ça marche quand les enseignants se mobilisent. Je lui ai quand même dit qu'entre l'idéal qu'il présentait, l'idéalisé et le réel, il y avait quand même beaucoup de marge. Il n'était pas trop content, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein. Quand même, puis là, la Ligue l'invite, il était reçu officiellement, on n'a pas l'habitude de lui rentrer dedans, mais il y a des copains de la Ligue qui m'avaient dit « vas-y quand même, parce que je ne peux pas laisser dire quand même des choses comme ça. » Comme si le socle, ça avait une existence aujourd'hui. D'abord, sachez-le, les gens qui ont écrit les programmes de 2008 ne connaissaient pas l'existence du socle. Ils ont écrit les programmes sans tenir compte du socle qui était préexistant. Ils ne savaient pas. C'est l'inspection générale qui, à la demande du ministre, a essayé de raccrocher le socle aux branches. De dire, bah, on va essayer, si, il y a de la cohérence. Ah bah si, il y a des trucs qui ne sont pas dans les programmes. Puis les inspecteurs, mes collègues, ont été chargés de répéter cette bonne parole avec de magnifiques PowerPoint, faits par le ministre d'ailleurs, ou par l'inspection générale, pour démontrer que si, il y a de la cohérence. C'est parfaitement comme si on ne sait pas que ces programmes ont été... On ne sait pas que ces programmes ont été écrits par des gens qui ne connaissaient pas le socle. Et quelle est la place du socle aujourd'hui dans les écoles? Mais les gens n'ont jamais été sur le terrain pour voir que le socle est dans le tiroir. Et c'est normal qu'il soit dans le tiroir. Et pourquoi est-il dans le tiroir? Vous voyez les évaluations? Maths français, grammaire conjugaison. Quand est-ce qu'on évalue les autres piliers du socle? Et à partir du moment où on n'évalue pas, ça n'a pas de valeur. À partir du moment où ça n'a pas de valeur, je vais dire un mot de l'évaluation. À partir du moment où ça n'a pas de valeur, on le fait si on est obligé de le faire, mais ça n'a pas d'importance. Le socle aujourd'hui, qui pourrait être conçu comme un progrès s'il n'y avait pas les programmes, s'il permettait encore du débat à partir des 7 piliers, et notamment des 6 et 7, s'il permettait une réflexion sur plus de transversalité, mais aujourd'hui, plus de transversalité, ça c'est un enjeu pour l'école du futur. Capital. Mais aujourd'hui, on a tout recloisonné, tout remis dans l'ordre du simple au complexe, etc., et évalué uniquement ce qui apparaît important. Évaluer. Ça aussi, ça entre complètement dans la logique ultralibérale. Évaluer. Premièrement, je l'écris souvent, j'étais y compris contesté, fâché quelques-uns de mes collègues sur cette affaire-là. Je dis que l'évaluation qui date, pas qui date, hein, ça date là déjà des années 90, au début, mais pas conçue de cette manière-là. L'évaluation qui est faite actuellement, ça n'en est pas. C'est pas de l'évaluation. C'est même malhonnête d'appeler ça évaluation. C'est du contrôle. Exactement comme les exercices de contrôle de l'école du temps jadis, avec des notations. Exactement. On contrôle si un apprentissage étroit a été acquis ou non. L'évaluation, ça n'a rien à voir avec ça. Les plus grands spécialistes de l'évaluation, je pense en particulier à Alain Bollon, qui est le spécialiste de l'évaluation à l'UNESCO, qui était d'ailleurs aux journées, aux rencontres nationales de l'éducation hier, qui explique bien que si on veut vraiment évaluer, on ne peut évaluer que quelques compétences. Les contrôles immédiats sous forme d'exercice, ça c'est facile à faire. Mais évaluer, c'est plus difficile. C'est nécessairement, je vous récite la phrase, c'est essayer de voir comment un enfant est capable de mobiliser tous ses savoirs et toutes ses compétences précédentes pour réaliser une tâche, résoudre un problème ou répondre à une question dans une situation porteuse de sens. Ça n'a rien à voir.
On est diamétralement à l'opposé, aux antipodes de l'évaluation, puisqu'on est en point cloisonnement. Donc, pour l'école du futur, il faut remettre à plat complètement l'évaluation, qui est stigmatisante, qui s'inscrit complètement dans le modèle négatif, qui oublie que les gosses, ils savent des choses, on ne fait que repérer les fautes, les carences, les insuffisances, avec cette prétention imbécile de la remédiation. Quelle connerie, la remédiation. C'est exactement transposer le modèle de l'automobile, au moins prétendre transposer le modèle de l'automobile ou de la mécanique à l'école. On détecte une panne le plus précisément possible et on répare. Seulement, le gosse, ce n'est pas une automobile. Et que la panne, elle peut avoir des sources, des racines, des causes, bien en amont du constat à l'exercice qu'on lui a donné à faire, étroit, pointu, qui n'a pas de sens. Bien en amont. Et parfois, dans des situations qui n'ont rien à voir presque avec l'école. D'où d'ailleurs l'importance des RASED, etc., qui pouvaient éclairer les enseignants sur des approches, sur certaines approches, des apprentissages, et malheureusement les RASED disparaissent. Ça n'avait pas de prix, même s'il fallait encore y travailler, réorganiser, réorienter, aider, accompagner. Cette mission-là n'avait pas de prix comme éclairage sur les causes des difficultés des enfants, et pas seulement le constat d'une erreur, d'une faute. Une des pistes, c'est que dans notre pays, on se décide à mettre au point de vraies évaluations qui ne tuent pas les gosses, qui ne les stigmatisent pas. Combien de gosses disent « si j'avais eu plus de temps, j'aurais eu bon », mais si on a appliqué complètement le protocole imbécile, ils ont eu faux. Et si on leur refait faire en disant d'autres mots, ils ont bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment produire de l'échec et vouloir repérer l'échec. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il faudra que dans notre pays, on réussisse à avoir une évaluation positive. Quand j'étais en activité, je disais toujours aux psy, éducateurs et tout ça, quand ils me faisaient des paplards sur les gamins, je dis, mettez-moi toujours un paragraphe en haut pour me dire d'abord qu'est-ce qu'ils savent faire. Et puis après, vous me direz ce que vous avez détecté, mais d'abord, qu'est-ce qu'ils savent faire? Et qu'est-ce qu'ils savent? Une des pistes aussi, chez un peu un braque pour l'école du futur, c'est le respect de l'enfant. Qu'est-ce qu'ils savent? Et aujourd'hui, les gosses, avant aussi, mais aujourd'hui encore plus, ils savent plein de choses. Plein de choses. Que l'école ignore. Que l'école parfois méprise, mais ce n'est pas le moment de parler de ça, on a les programmes. J'ai fait il n'y a pas longtemps un texte qui a eu beaucoup de succès là-dessus. Tout ce qu'ils savent, sur le titre, c'était « Ils savent pourtant tellement de choses ». Mais ces choses ne sont pas au programme. Prenez le cas d'un gamin qui est passionné d'aéronautique. Tout petit, il se passionne pour les avions. Il apprend des tas de choses. On va dire c'est des savoirs pour construire, etc. Tout de suite, les propriétaires de savoir méprisent le savoir des autres. Pas du tout. Ce gamin, il va visiter le musée de l'Air au Bourget, il discute à 7-8 ans, d'égal à égal, et il étonne le guide du musée de l'Air du Bourget. Il s'intéresse à ça. Il va apprendre à piloter sans doute, il fait plein de simulations, etc. Il a des savoirs incroyables. On va me dire, celui-là, c'est un gosse de bourgeois, un gosse de milieu favorisé, etc., etc. Sans doute. Mais je prends en parallèle, quand même, il s'emmerde à l'école, ce gamin. Il s'emmerde comme c'est pas possible. Dans des classes qui appliquent strictement les programmes actuels et la pédagogie qui n'en est plus, s'emmerde. Donc c'est grave quand même. L'autre, gosse de Romanichel, de nomade, dans un campement au bord d'une école de ma circonscription, avec son père qui ne sait pas lire. Lui, il ne sait pas lire non plus. Avec son père qui ne sait pas lire, il démonte un moteur de mobilette, il le nettoie pièce par pièce, il met sur une planche, dans l'ordre, les pièces pour savoir comment ils font les remonter, et il explique pourquoi il faut ces pièces-là, comment elles s'assemblent et comment elles fonctionnent. Il ne sait pas lire, son père non plus. Mais ces savoirs-là, qui les prend en compte? Pas facile à faire, hein, à l'école du futur. Mais dans une école du futur, où on sait que les enfants savent de plus en plus de choses,
Certains spécialistes disent qu'à l'école de Jules Ferry transmettait grosso modo 90% des savoirs d'une société à un moment donné. Aujourd'hui, on estime, si on transpose le raisonnement, pas plus que 40%. Parce qu'il y a tout. Même chez les pauvres, je prenais un cas de pauvres, il y a tout. Il y a l'environnement, la publicité, la télé, les médias, les journaux, la rue, les copains, Internet, même dans des milieux pauvres, ça commence à se généraliser parce que les pauvres, ils veulent que leurs gamins soient comme les autres et qu'ils aient aussi les mêmes machines que les autres. Et dès qu'ils ont 4 sous, ils essayent de leur acheter pour qu'ils soient comme les autres, parce que les gosses revendiquent. Ils apprennent des quantités de choses, ils apprennent entre eux. Les profs de la classe de mon petit-fils ne savent pas se rendre compte, ou ils ferment les yeux, que les devoirs sont faits entre eux, que c'est le même devoir qui circule par Internet et par les téléphones, etc. À quel sens ça, les devoirs, dans ce contexte-là? En fait, à travers tout ça, on veut montrer que les enfants, on leur a le pouvoir, tiens, c'est pour faire court, je vais être un peu trivial, le pouvoir fait tout pour mettre en évidence que l'échec est une fatalité. Nous pensons, vous pensez, nous pensons que l'échec n'est pas une fatalité. Que même le gosse qui ne sait pas lire avec son moteur de mobilette, peut-être que, comme l'aurait fait Freinet, si on le mettait à parler et à écrire sur son moteur de mobilette, il commencerait peut-être à accrocher, mais que si on lui impose « Rémi coupe la tulipe rouge », et il se demande pourquoi Rémi coupe une tulipe et pourquoi elle est rouge, etc., ça n'a aucun sens, il n'y a aucun risque qu'il puisse apprendre à lire. Mais si on partait de choses qu'il sait et qui l'intéressent, on aurait un peu plus de chance. Dans notre école, dont l'une des tares actuelles, c'est d'accroître les inégalités, si on ne prend pas en compte ces questions-là dans l'école de demain, on va continuer à les accroître, mais ça permettra au pouvoir ultralibéral de dire, vous voyez, mesdames et messieurs, nous faisons tout, nous supprimons des postes, certes, mais il n'y a plus d'élèves, donc il faut comprendre ça, c'est vos impôts. Nous apportons tout aux élèves. Nous leur donnons même, un inspecteur d'académie du Nord m'avait dit ça quand j'étais en exercice, rendez-vous compte, M. Fragoviac, c'est l'honneur de la République. Nous offrons aux gosses de pauvres ce que les riches offrent à Academia, etc., en payant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Stigmatisation. Le midi, le soir, des journées déjà épuisantes, distinguées. Quel type d'activité? Tous mes collègues, même mes collègues qui ont soutenu cette mesure, au début reconnaissent que c'est du pipeau et que ça ne peut marcher que pour quelques enfants qui ne sont pas totalement en échec, qui ne sont pas totalement en difficulté, et encore. Mais le ministre, il est content, parce que les gosses, ils sont contents, ils rentrent chez eux, ils ont eu leur maîtresse sur les instituts. Vous, les enseignants, vous êtes extraordinaires, quoi, hein. Vous n'allez pas martyriser les gosses pour faire la preuve qu'un système, il est mauvais. Et donc, quand il y a une mesure, même qui est con et mauvaise, si vous la faites, vous essayez de la faire bien, quoi. Il y en a même qui font encore mieux, en prenant, comme Refalo et comme François, tous les gosses, quoi. Mais en citant, en repérant les gosses qui sont les plus en difficulté pour leur permettre de construire les apprentissages dans le collectif et pas en étant stigmatisés, quoi. Mais vous le faites bien, et du coup, les parents, ils disent oh, « c'est bien quand même, hein. Les gosses, ils sont contents ». Et puis les inspecteurs répondent à toutes les enquêtes, tout ça marche du tonnerre de Dieu, parce qu'il faut répondre ça, de toute façon, il faut répondre ça. On attend que ça. C'est tout à fait normal. Il faut répondre, il faut remplir des cases, et il faut répondre ça. Et du coup, le ministre est content. Le ministre dit, tout va bien, nous avons tout inventé, nous construisons tout. Mais en même temps, on est en train d'instiller dans la tête des enfants et des parents qu'ayant tout fait pour eux, si ça ne marche pas, c'est de leur faute. C'est de leur faute. C'est qu'ils ne travaillent pas assez, c'est que les parents ne font pas leur boulot, c'est qu'on ne s'occupe pas d'eux, etc. Ils ne font pas leurs devoirs, personne ne s'occupe des devoirs, etc., etc. Je reprends une phrase de Philippe Mérieux, on transforme dans une société ultralibérale les victimes en coupables. Et transformant les victimes en coupables, on produit des gens qui ne participent plus à la vie de la société. Comment peut-on expliquer le taux d'abstention des gens? Si les gens pensent qu'ils ne servent à rien, que les experts décident de tout, qu'eux, ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre, pour donner leur avis,
alors évidemment on aboutit à une explosion du modèle social, à une explosion de la cohésion sociale et à des 50 ou 60% de taux d'abstention dans les élections. Pas la faute des Le Pen, etc. Il faut regarder les responsabilités ailleurs. Il faut regarder qu'est-ce que l'on a fait, nous, les uns et les autres, pour que l'élève, le parent, le citoyen, il y ait le sentiment d'exister, d'être respecté, de participer à la vie collective, d'être une parcelle d'intelligence collective pour faire avancer des idées et des projets décidés en commun. Quand est-ce que ça se fait? Si l'éducation tout au long de la vie, y compris sur des valeurs et sur des principes fondamentaux, si on ne la commence pas à la maternelle, il sera trop tard. C'est tout de suite que l'on apprend à raisonner, à comparer, à réfléchir, à structurer, c'est tout de suite que l'on construit et que l'on développe son intelligence. Tout de suite. Et tous les gamins sont capables de construire et de développer leur intelligence, sont capables d'apprendre à lire comme ils ont appris à parler, sont capables même avec des difficultés, mais il s'agit de savoir s'y prendre. Je le disais au représentant du ministre hier ou avant-hier que son discours était scandaleux pour une autre raison. C'est qu'au moment où on parle, où lui-même est capable de parler brillamment d'ailleurs, du socle, des compétences, des transversalités, de la mobilisation des enseignants, il a totalement oublié qu'ils ont supprimé la formation des enseignants. Au moment où on prétend qu'il faut plus de formation pour ça, au moment où on ose dire, y compris lui, qu'il faut plus de transversalité, par exemple, ben dans la formation, on renforce le caractère disciplinaire cloisonné, on met la masterisation, elle aboutit à quoi? Elle aboutit à un renforcement des connaissances disciplinaires et au mépris de la pédagogie, à la disparition de la pédagogie. Et cette disparition de la pédagogie, ce mépris de la pédagogie, il s'inscrit parfaitement en cohérence avec cette construction de société à deux vitesses, de société du conflit et de la violence. Il faut que j'abrège, je pense, je veux dire deux, trois mots sur l'école du futur. Je veux d'abord conclure sur ce point, ce qui se passe actuellement pour l'école est dramatique. Ce qui se passe actuellement chez les enseignants, le malaise enseignant est dramatique. À dire que je suis démagogue, etc., tant pis, je m'en fous, c'est pas vrai. J'étais à Mulhouse, 150 enseignants sur une université de printemps du SGEN. J'étais à Olin, 150 enseignants du SNUIP pour une université de printemps des 6 départements au nord de Paris. J'étais, je sais plus où, je parcours comme ça la France entière, et à chaque fois je rencontre des enseignants qui me disent que j'ai raison, qu'ils sont démobilisés, que le malaise est profond et qu'il va falloir quand même changer les choses. Pour changer les choses, c'est pas simple. Il faut cogner, il faut se battre, mais il faut surtout faire avancer des idées et savoir que pour transformer une école, il faut 1, 2 ou 3 générations, et donc il faut quand même trouver des accords minimaux quand même. Il faut trouver des, je ne vais pas dire des consensus, j'ai horreur de ce mot, parce qu'en plus ils sont toujours mous, mais il faut quand même trouver quelques bases, sur quelques valeurs fondamentales sur lesquelles on peut rassembler un peu plus que le mouvement Freinet, le CRAP, le GFEN et quelques-uns d'entre nous, mais qu'on réussisse à convaincre l'opinion, ce qui n'est pas simple dans un pays où on ne parle pas d'éducation sur les grands médias. Il n'y a pas d'éducation, on ne discute pas de ça sur les grands médias, aucun moment, à aucun moment. L'opinion publique en France est extrêmement mal informée, terriblement mal informée des problèmes vrais de l'éducation. On n'en parle pas. Ils sont mieux informés de l'économie, de la bourse même. Toutes les heures, il y a quelque chose dans les émissions de radio sur la bourse, même si personne là-dessous à mettre à la bourse, et si tout le monde sait très bien que ce n'est pas leur problème. Ils sont mieux informés de l'économie, de la sécurité, de l'alimentation, de la santé, et pas sur l'éducation, alors que ça concerne leurs gosses et leurs petits-enfants, et qu'ils ont de l'angoisse par rapport à l'avenir de leurs gosses et de leurs petits-enfants. Et on construit ça aussi. On favorise l'image de l'école de Jules Ferry et l'âge d'or qui n'a jamais existé. On favorise pour le retour au conservatisme au nom du bon sens en manipulant la nostalgie, et il va falloir combattre ça. Et pour réussir à combattre ça, il faut se mobiliser sur quelques idées forces. Un, il faut avoir une vision, je vais aller vite là, François. Un, une vision du futur.
vers quoi on va? Vers quoi on veut aller? Est-ce qu'on veut aller vers une société à l'américaine ou est-ce qu'on veut aller dans une société où chacun a sa part de responsabilité citoyenne, où où on va apprendre à vivre ensemble, où on est capable de vivre ensemble et de se respecter? Quel type de société on veut construire et dans quelle perspective on place l'école dans sa responsabilité de préparation à cette construction? Il faut qu'on réfléchisse à ça. On n'a pas suffisamment réfléchi. Je peux vous dire que les programmes de 2008, ils s'en tamponnent complètement de l'avenir d'une société, etc. Ça n'est même pas effleuré leur cerveau. Même volontairement, d'ailleurs, ils tournent la page dès qu'on aborde ces questions-là. Premièrement, avoir une vision du futur et d'une société laquelle, démocratique, avec la place de l'homme, émancipatrice, développant les responsabilités, et ça commence à l'école. Deuxièmement, il faut changer le regard. Regard sur l'enfant, un regard positif sur l'enfant. D'abord ce qu'il sait, ce qu'il est capable de faire et faire le pari qu'il doit réussir, qu'il peut réussir. Un regard positif. Déjà avoir des unités capitalisables tôt, arrêter ces évaluations à la con qui martyrisent, qui épuisent, qui angoissent, et essayer de réfléchir à noter des petites choses, Freinet y pensait déjà, des petites choses que les gosses savent. Et en quoi ils vont faire des pas en avant et pas sans arrêt focalisés sur l'échec. Un regard positif sur les familles. On arrête de dire que les familles, évidemment des milieux sociaux les plus défavorisés, ils ne font pas leur boulot, ils démissionnent, ne s'intéressent plus à leurs gosses. Trouvez-moi des parents qui ne s'intéressent pas à leurs gosses, vraiment. Vraiment. Et trouvez-moi des parents qui n'aiment pas leurs gosses, vraiment, et qui ne sont pas capables de dialoguer avec d'autres sur leurs enfants, à la condition qu'on ne les prenne pas pour des cons, et qu'on ne les convoque pas uniquement pour leur dire ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils pourraient faire les devoirs par exemple, ou les mettre couchés au lit, alors que les parents qui ne sont pas si cons que ça, ils savent très bien que nous-mêmes, on ne sait pas résoudre nos propres problèmes avec nos propres enfants. Et on va donner des leçons aux autres. Respect des parents. Considérez non pas comme des parents d'élèves, que j'ai fait ça tout coller dans mes livres, mais comme des citoyens porteurs de savoir, qui sont capables aussi de partager ces savoirs à l'école, dans d'autres dimensions, dans des écoles ouvertes. Le projet de la Ligue de l'enseignement, c'est de transformer les écoles en maison des savoirs et de la connaissance, où chacun pourrait trouver sa place comme porteur lui-même de savoir. C'est possible. Troisièmement, changer les programmes. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. On va aboutir à des résultats déplorables. Même dans les évaluations PISA, on va devenir de plus en plus mauvais. On est devenu de plus en plus mauvais, mais on va le devenir de plus en plus. Par exemple, ce sont les enfants des écoles de France qui sont le plus angoissés par rapport à une situation de problème, qui sont le plus perdus, qui sont le plus traumatisés par les épreuves, et qui sont le plus en difficulté quand il s'agit d'épreuves où il faut mettre en jeu l'intelligence, au sens global d'Edgar Morin, la capacité de résoudre un problème dans tous les domaines, quoi, hein, la capacité d'analyser, de synthétiser, de résoudre un problème. Ensuite, il faudra qu'on touche aux structures, gros problème. Tous les ministres disent qu'il faut améliorer la liaison école maternelle CP et qu'il faut améliorer CM2 6e. Comment on va faire? Comment on va faire? Tous les ans, on répète la même chose et on sent bien que ça marche quand il y a des équipes qui veulent bien que ça marche, mais que les 3/4 du temps, ça ne marche pas, ou on fait semblant que ça marche, on fait des rapports, on fait des comptes rendus, mais en réalité, ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose. C'est particulièrement vrai pour école-collège. Et moi, je crois qu'il va falloir changer cette structure-là. Que la culture du second degré qui a imposé le début de l'enseignement secondaire après le CM2, il va falloir qu'on revienne dessus et qu'on pense au projet de l'école fondamentale qui n'a pas été repris dans les années 70, mais qui garantissait une continuité de la maternelle pendant toute la scolarité obligatoire, une réelle continuité avec des programmes définis en commun, des pratiques définies en commun. Et si on maintient cette coupure au niveau des structures, on ne s'en sortira pas.
Ah oui, encore un mot sur les programmes, enfin, juste un mot. Qu'on garantisse la cohérence entre les programmes, les finalités, les valeurs que l'on veut porter. Parce qu'il y en a marre aussi, parler des valeurs, puis on ne sait jamais comment elles se transmettent, elles se construisent. Ah ouais, les valeurs, ouais, on est tout le monde d'accord. Ah ouais, comment on fait? Qui le fait? Comment on fait? À nouveau, on va bientôt faire des nouveaux programmes avec de nouvelles disciplines, par exemple les valeurs, la citoyenneté. Et qui va le faire? Il va falloir inventer un prof, ou un prof va se dévouer pour faire prof de valeurs. Comment on fait dans la vie quotidienne, dans un établissement où le gosse il vient que pour recevoir quelques savoirs mécaniques? Cette dimension-là des programmes, j'avais oublié, il fallait que je le dise. Ensuite, il faut changer d'échelle. C'est le temps et l'espace. Le temps, c'est d'abord se donner du temps. C'est programme à l'année, l'heure, la discipline, le prof, l'année, la progression. Mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut marcher qu'avec ceux qui ont déjà tout appris chez eux et qui sont déjà formatés pour être élèves ou pour faire semblant d'être bons élèves, parce que les trois quarts du temps, ils ne sont pas dupes. Et donc il faut qu'on inscrive ça dans la durée. Assez de ces heures de cours, alors qu'il faudrait prolonger. Je me souviens déjà que dans mes débuts de carrière d'inspecteur, je voyais que les instituts, au bout d'un certain moment, ils regardaient leur montre et ils commençaient à transpirer. Je disais, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors je disais, ben cool, on a le temps, quoi. Ben non, on a le programme. Hein. On a le programme, on ne va pas finir le programme. Et alors, je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, des instituts au top, capables de faire des choses merveilleuses et tout ça. D'un seul coup, ils regardent leur montre, leur prep, puis ils se mettent à faire des conneries, quoi. Et à perdre tout le bénéfice de ce qu'ils ont fait d'intelligent dans la première partie, obsédés par le temps, par la fiche pédagogique et par la pression extérieure, la pression y compris supposée de moi, alors que je ne m'en mettais pas du tout, quoi. Donc il faut qu'on change ça, ce rapport au temps et rapport à la durée et la mise en perspective par rapport à une vraie éducation tout au long de la vie. On donne le goût de la connaissance et des savoirs et des apprentissages pendant toute la vie, ça commence à la maternelle. Changer d'échelle le temps et changer d'échelle l'espace. L'école n'est pas la seule à diffuser des savoirs et à apprendre aujourd'hui. Si on ne construit pas un projet pédagogique global autour de l'école, avec les parents, avec les associations, avec les milieux culturels, avec tout ce qui gravite dans la vie d'une cité, d'un village, etc. Si on ne se donne pas les moyens de ça, il y avait une bonne idée sur les contrats éducatifs locaux. L'idée était en germe, elle était loin d'avoir été appliquée et poussée et réalisée avec succès, mais l'idée était en germe de mobiliser tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, apportent quelque chose à l'éducation, et les élus, hein, je n'oublie pas les élus, dans ce schéma-là. Si on ne fait pas ça, et si on reste scolarocentré comme le pouvoir tente à le faire aujourd'hui, on va aussi à la catastrophe. Et je terminerai sur la 5e ou 6e piste pour l'école du futur, remettre en place la pédagogie. La pédagogie souffre et méprisée. Elle est méprisée. Si Célestin Freinet nous voyait l'état de l'école aujourd'hui, sans aucun doute, il pleurerait de rage et de chagrin. Parce que la pédagogie n'existe plus. On pilote par les résultats. Pardon pour mon collègue qui est dans la salle. On pilote par les résultats. Ça me fait éclater de rire. Nous sommes pilotage par les résultats. Madame, vous avez sur l'item 4, 5, 6 de la discipline FY, sur la linéa 14.5, 14% de résultats. Pour l'année prochaine, il faut monter à 17%. J'ai vu ça dans le tableau tout à l'heure. Mais c'est complètement... Mais il faut être fou pour... Moi, je dis qu'il faut être fou hein, pour porter des discours comme ça. Il faut oser dire des choses comme ça. Sans savoir que l'année prochaine, peut-être, il y a 3 gosses de plus dont les parents se séparent, 4 de plus qui sont au chômage, 5 de plus qui s'entretuent, etc. Il faut augmenter les performances de 3%. Mais dans quel monde on est? Là, on est dans l'ultralibéralisme. Mais c'est de la folie douce, ça. Et en plus, à piloter, mais comment? Hein, démerdez-vous.
Il faut augmenter de 3% des merveilleux, parce qu'on ne parle plus de pédagogie, plus de formation. Des merveilleux. Mais comment faire? C'est assez extraordinaire. Et le pilote, lui, il n'y a pas de cap, parce qu'il n'y a pas de projet au sens d'inscription de l'école dans la société, il n'y a pas de cap. Moi, je n'ai jamais vu qu'on puisse piloter sans cap. Hein. On n'a même pas évoqué les valeurs. On va me dire, il y a le socle. Ben oui, il est dans le tiroir. Personne s'y intéresse. Il n'y a pas de carburant. Parce que le pilote, s'il voulait accompagner des projets d'établissement et aider les gens, il faudrait qu'il ait un petit peu de sous, un petit peu de poste. Qu'il se dise, tiens, en l'école de François Le Ménez, il se passe des choses intéressantes, je vais injecter un demi-poste de plus sous ma responsabilité, et puis je m'engage à ne pas le supprimer pendant 3 ans, quoi, pour que l'équipe elle soit stabilisée, qu'elle bosse, qu'elle s'habitue à échanger, qu'elle construise des choses ensemble, même s'il y a 4 ou 5 gosses de moins. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de moyens. Les seuls moyens du pilote, pas de cap, pas de carburant, même pas la capacité aujourd'hui, parce qu'on n'en est pas là, de mettre en relation les résultats des élèves avec les pratiques qui les produisent, parce qu'on ne connaît pas les pratiques. Claude Tellot disait, on ne sait, grand spécialiste de l'évaluation, célèbre, disait, on ne sait pas ce qui se passe dans les classes. Enfin, la hiérarchie, la pyramide. Même nous, inspecteurs, puisqu'on sait vraiment ce qui se passe dans les classes. Si on passe son temps à regarder les résultats des stats, et si on ne prend pas le temps, et si on n'a pas le temps de dialoguer avec les enseignants, de savoir pourquoi ils font ça, comment, quelles sont leurs représentations, qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui les tire, qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui les enthousiasme, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Si on ne prend pas ce temps-là, comment piloter? Il n'y a rien. Il n'y a que, et c'est le pouvoir, je vais presque dire, ultralibéral et dans certains domaines à l'éducation totalitaire, qui fait que les seules armes du pouvoir, c'est l'injonction et l'autorité. C'est l'injonction et le discours. Et c'est, Rocard disait dans un texte sur la haute administration et sur le fonctionnement de l'État, si l'État ne fonctionne que sur l'injonction et sur des recommandations, il ne peut pas fonctionner. Il faut, pour qu'il fonctionne, mobiliser les gens, les intéresser, les associer et faire le pari de l'intelligence collective. C'est ce que vous êtes en train de faire dans ce salon Freinet, et je vous adresse tous mes compliments et mes encouragements.